Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour le podcast de Parentpreneur, je reçois Cléopatra Buise qui va nous présenter son activité, qui a une spécialité un petit peu décalée par rapport à ce qu'elle traite, qui est quand même un sujet assez lourd et qu'il traite par le biais de l'astrologie, mais pas que. Je te laisse te présenter. Donc effectivement, Cléopatra Buis, j'ai 36 ans, on est sur la région de Rennes. Le terme barbare, c'est astro-psychopraticienne. En clair, ça correspond, c'est l'astrologie appliquée à la psychologie et à la thérapie. Le but, vous l'aurez compris, c'est le développement de soi et j'ai une spécialité, effectivement, c'est l'accompagnement parental pour développer une plus grande bienveillance, beaucoup plus de naturel et d'intuitif vis-à-vis de son enfant, sachant que l'étude porte justement sur l'enfant sans mobiliser de son temps. Voilà. Donc, en gros, ça revient à travailler avec le parent sans impacter l'enfant, mais en ayant finalement une influence positive sur l'enfant. Alors c'est ça, disons que quand je dis j'ai pas besoin de mobiliser du temps avec l'enfant, le gros intérêt, c'est qu'on connaît tous le planning des enfants, qu'on ne souhaite pas les perturber, pas marquer la différence aussi d'une certaine façon. Est-ce qu'on répond aux besoins de l'enfant? Est-ce qu'on répond à nos propres peurs de parents? Il y a ça aussi qui est sous-jacent. Le fait qu'en fait, on passe par un bilan de potentialité de l'enfant en montant très clairement sa carte du ciel. On est tous avec des déséquilibres. Alors, bien entendu, il ne faut pas entendre le négatif forcément autour de ça. On a des déséquilibres qui nous permettent justement d'avoir des forces et des points de vigilance. C'est ça qu'on établit avec l'enfant. Il y a aussi, dans ce contexte-là, et c'est là où ça devient important, c'est qu'on ne mobilise pas de son temps parce que ça me permet de cerner l'enfant avec l'échange avec les parents, puisque ça peut intervenir sur 4 plans. C'est vrai que pour les enfants, le spirituel, c'est un petit peu complexe à aborder, mais il y a l'émotionnel, le physique et le mental. Oui, parce que après, on parle effectivement d'ouverture d'esprit des enfants. Ouverture d'esprit, il faut voir la version large, qui est là au moins jusqu'aux 7 ans de l'enfant. Et ils sont beaucoup plus connectés que nous parfois. En tout cas, ils ont pas encore les codes de la société, en tout cas jusqu'à ces 7 ans-là. Ils ont leur vision d'enfant, ils ont aussi leur perception d'enfant. Il ne faut pas oublier que leur monde est très restreint par rapport au nôtre. Il y a aussi, quand je dis le monde du spirituel et de l'émotionnel, il ne faut pas oublier que tous les non-dits, les enfants sont révélateurs aussi, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité à appuyer tout particulièrement là où ça fait mal, voilà. Et on se retrouve parfois démunis parce on a nos codes de société qui font qu'on n'a plus l'instinctif pour le gérer comme il faut. Ou tout simplement, ce que mon enfant n'est pas moi, je ne suis pas mon enfant. Ce que moi j'aurais voulu de mes parents quand j'étais petit, c'est pas ce que forcément votre enfant veut de vous maintenant. Tout à fait. La société a changé, vous avez un décalage pour beaucoup entre 30 et une quarantaine d'années avec votre enfant, on les a décidés, c'est devenu tard, enfin la place de l'enfant en plus a changé entre votre place d'enfant dans la société de vos parents et ce qui est aujourd'hui est diamétralement différent. Alors c'est vrai que c'est compliqué à en prendre toute la mesure. C'est pour ça qu'on bilante et ça permet justement, ce que j'ai tendance à dire, de se réaccorder, de mettre à niveau pour pouvoir toucher l'enfant justement sur les bons moyens, sur ce que lui est capable d'entendre. Sur ses besoins, sur ses exigences, sur ce qu'il attend de nous. Sur ce qu'il attend, c'est ça, sur l'image en fait, sur la projection qu'il a de ses parents. C'est ça. Parce qu'on soit d'accord, il n'y a pas de jugement dans une carte du ciel. Les astrologues, en tout cas, le courant dans lequel on appartient à la fédération, c'est de se dire qu'on correspond à l'image, en fait, à la photographie qu'avaient les planètes au moment de sa naissance. Ça ne veut pas dire qu'on l'est comme ça. C'est simplement une solution de se dire, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire? Parce que je reste toujours maître de ce que je vais utiliser. On vous propose la clé, c'est tout. Tu l'apprends pas, mais c'est ça. C'est veux-tu voir comment est fait l'intérieur pour être plus en conscience avec ce que l'est l'enfant, ce qu'on est soi, et du coup répondre à un besoin. Vous n'êtes pas obligé de voir toutes les pièces. Le tout, c'est de voir ce qu'on a envie d'y voir. C'est de voir ce qu'on a envie d'y voir, tout à fait. Alors ça va nous amener sur notre thématique du jour qui est notamment la charge mentale. Alors la charge mentale en tant que parent, mais la charge mentale aussi tout simplement en tant que femme ou en tant
donc en tant qu'être humain. Parce que c'est l'un des problèmes, on va dire, que l'on rencontre le plus aujourd'hui. Conjuguer la vie privée, conjuguer la vie pro et arriver à trouver un équilibre au milieu de tout ça, sans se perdre, tout en respectant et tout en répondant aux fameuses attentes de nos enfants. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Alors, juste pour structurer un peu nos pensées, je propose qu'on démarre déjà par ce qu'on appelle le contexte multifactoriel, parce que c'est bien beau de le citer, mais encore faut-il qu'on ait une visibilité sur ce que c'est. Pour ensuite, le but, c'est quand même, une fois qu'on a listé tout ça, c'est d'essayer d'arriver vers de la solution, parce qu'on est quand même là non, pour ça laisse se aussi. débrouiller. Une solution on leur montre les problèmes, après ils trouvent des solutions tout seuls. Moi, par contre, j'ai pas de difficulté à montrer les problèmes pour le coup. Alors, en fait, j'avais cette charge mentale. Si on ne sait pas trop ce que c'est tout simplement ce qui est cette espèce de disque dur qui tourne H24 en arrière-train, n'est-ce pas, ou en arrière-plan de notre mental. C'est cette espèce de to-do list là qu'on a constamment à l'arrière et qui est plus ou moins complète. Qui vous déroule votre liste de courses perpétuellement. C'est voilà, la liste des événements, et bien entendu il y a des choses qui sont en rouge qu'il faudrait faire, mais dans la mesure du possible, et voilà, et ça vient. Les je dois, il faut, je devrais pas, voilà. Il faudrait que si j'étais à ta place. Et si ça, je pourrais faire ça. Et si ça bascule. Bref, on connaît bien ça. Je pense qu'on l'a tous vécu et que ça fait quand même partie de nos vies d'aujourd'hui. Tout à fait. Alors, j'avais commencé déjà par le fait du multifactoriel. Il y a le contexte environnemental. Dans quel environnement on se trouve? Alors, je suis désolée de faire du sexisme. Je suis une femme et je pourrais prendre la place d'un homme sans aucun problème parce que je le visualise aussi. Mais ne soyons pas hypocrites. Il est clair que la charge mentale est différente d'un homme à une femme. Je suis navrée, même si les choses évoluent, certes, on peut dire dans le bon sens. Il y a quand même, puis il y a quand même de plus en plus d'hommes qui sont confrontés aujourd'hui à ce qu'on appelle communément le burn-out, puisque la charge mentale va aboutir à ça. Et depuis quelques années, le nombre d'hommes est en train d'exploser parce que il y a aussi, comme je disais, quand on se retrouve avec des hommes qui se retrouvent en burn-out, il y a cette espèce de contexte latent, même si je l'aborde après, mais de se dire, on est dans cette obligation mentale, à nouveau, de partage des tâches. On fait sa quote-part. Mais pas que. C'est-à-dire que quand je dis il y a la différence déjà entre l'homme et la femme, c'est tout simplement, même si ça évolue, il y a aussi ce que nous ont laissé nos parents. On est quand même canonisé. Le rose, c'est pour les filles, le bleu, c'est pour les garçons. La cuisine est plutôt tendance pour être la fille, même pour les jouets. On est d'accord, ça démarre. Sauf quand il s'agit d'un chef. Là, c'est un homme. Oui, mais je ne suis pas convaincue que ses parents ont forcément acheté une dinette quand il était petit. Oh. Ce serait bon de savoir. C'est vrai. Donc, il y a d'abord ce paramètre-là. Il y en a un autre qui est quand même aussi pas très sympa, c'est que, en tout cas en Europe, on a quand même cette culture de l'échec, d'appuyer sur ce qu'on n'a pas réussi, au lieu d'en tirer justement les réussites, parce que d'un échec, on peut se grandir. On n'est pas obligé de s'enfoncer constamment, quoi. C'est clair. Alors, bien entendu, là, comme on est dans l'environnemental, on voit la culture de l'échec au sens large. Ça part de la direction, ça va sur des postes en fonction de celui qu'on occupe, bien entendu. C'est plutôt la vision qui est projetée par les autres sur soi-même en fonction de ce qui peut arriver. En tout cas, ce qu'on peut vivre comme un échec. C'est cette fameuse qu'on va relier très souvent, nous, du côté accompagnement, ce qu'on va relier à la peur de ne pas être à la hauteur. C'est ça. Alors, il y a la peur de ne pas être à la hauteur, mais il y a vraiment le factuel. C'est-à-dire que si tu as un objectif de fixer, on est d'accord que dans notre tête, même si ton objectif était à 100 et que tu arrives à 98, il y a un côté psychologique, tu n'as pas fait ton 100. Tu n'as pas fait ton 100. Tu n'as pas fait ton 100. Et c'est pour ces 2% ou ces 2 points-là, on va te faire une montagne, tu vas pas avoir tes primes, tu vas pas avoir plein d'autres choses, ça va pas être débloquant pour un autre poste. Et voilà, et ces 2 points-là, on en fait une montagne, alors qu'on peut quand même considérer que le gros de la réussite, ce qui a été mis en place, c'est là. Ou alors peut-être qu'on a pris
la photographie au mauvais moment, on l'aurait pris 2 mois après, peut-être qu'on les aurait eus. Voilà, la réalité, c'est ça. C'est ça, tout à fait. C'est ça que j'entends par culture de l'échec. Il y a ensuite, voilà, en même temps, il y a ce que la société attendait de nous. Alors, société en tant qu'entreprise, cette fois-ci. Oui. Bien entendu, plus le poste occupé, plus la charge mentale va être conséquente parce que forcément, le poids de ce qui est à réaliser va être conséquent. Et à ça se rajoute un autre petit facteur, c'est-à-dire tout dépend de vos journées. C'est-à-dire que très clairement, même si le but est d'être efficient et qu'on nous l'apprend, on nous l'inculque qu'il faut être efficient, parce que la première chose qu'on vous dit, si tu n'as pas atteint tes objectifs, en tout cas je l'ai régulièrement entendu dans une autre vie, tu n'as pas atteint tes objectifs, c'est que tu n'es pas efficient dans ton travail, tu t'organises mal. Je veux dire, il y a un moment donné, quand on trouve des excuses, on dit les excuses c'est pour les autres. Franchement, si les excuses étaient bonnes, tu aurais quand même trouvé. Ravale tes dents, on repart la tête basse, et puis en gros, voilà, pour continuer d'avancer. Donc il y a ça, mais il y a aussi la longueur des journées qu'on fait, c'est-à-dire forcément quand on voit que cette atteinte-là ne va pas arriver, les journées se rallongent, on est auto-entrepreneur ou on est à la tête d'une structure, forcément ce que les autres n'en font pas, c'est vous qui le faites. L'intensité des journées, l'intensité des rendez-vous, si vous avez des meetings, parce que ça vous génère aussi comme stress, il y a un côté stress oxydatif énorme là à faire porter aussi à votre corps. Les annonces à faire, parce que bien entendu dans un contexte de poste à responsabilité, quel qu'il soit, quel domaine, c'est administratif, financier, commercial ou direction, il y a quand même l'importance des annonces, parce que c'est toujours ceux-là qui portent et qui doivent les annoncer. Et c'est ce qui reste. Et c'est ce qui reste. C'est l'étiquette qu'on va plaquer. Voilà. C'est-à-dire pour 2 secondes, on vous catalogue à celui-là, c'est pas le sympa. Voilà. Je vous l'ai fait courte, mais grosso modo, c'est ça. C'est ça. Donc là, c'est le contexte environnemental. On remarquera que c'est déjà bien sympa. On va rentrer dans la deuxième couche, c'est le contexte personnel. C'est-à-dire que vous avez bien visualisé tout ce qui est de la première journée, et il y a la seconde journée qui attaque, qui est donc celle de la vie personnelle, la vie privée, qui est censée être privée, parce qu'on est censé avoir une vie publique et une vie privée, le juste équilibre dans la mesure du possible. Ouais, souvent l'une entame sur l'autre, empiète sur l'autre. Parce qu'on ne trouve pas de solution, parce qu'on a l'impression d'avoir en plus écumé la totalité des solutions dans un contexte comme ça. Parce qu'on n'a plus l'énergie à un moment donné, on n'a pas envie que la maison soit une deuxième contrainte non plus. Il y a ça aussi. Alors, je fais une réflexion que j'ai entendue pas si longtemps que ça d'une femme et que je voulais partager en tout cas dans ce podcast parce que je l'ai noté comme référent pour bien marquer les esprits. C'était, je vous le dis texto, c'est bien connu, au travail on se repose. Alors, ça vient d'une pédiatre. Bien entendu, on n'est pas là pour faire de la délation et donner les noms, mais ça vous donne tout le contexte, en tout cas de poids de société à nouveau, et que en gros, ça sous-entendait que votre seconde journée, vous étiez censé en fait la vivre pleinement, parce qu'au boulot, comme c'est un contexte routinier, elle partait du principe que c'est un contexte routinier, le mental pouvez donc gérer de façon automatique ce que vous avez à faire de la journée. Sauf que cette dame, elle n'a pas dû se tenir non plus au courant des dernières études qui ont été faites sur le stress et qui pointent bien du doigt que plus c'est routinier, moins c'est intéressant. Moins c'est intéressant, plus le stress est important, plus la dévalorisation augmente, plus le besoin de reconnaissance est latent et donc bilan des courses, plus la charge mentale est lourde. Et lourde et augmente, tout à fait. Après, elle ne l'a pas bien entendu visualisé, mais il y a aussi le contexte de vous venez pour un problème chez un médecin. En l'occurrence, quand c'est un pédiatre, on sait très bien à qui c'est destiné. Donc, ça sous-entendrait, il y a un message codé là-dessus, c'est qu'on consacre de toute façon pas assez de temps à cette partie de vie-là. D'accord? À bon entendeur, salut. Donc à nos enfants. Et le temps qu'on leur consacre, en plus, n'est pas pour elles un temps de qualité.
C'est ça. Alors, en plus, il y avait un critère qui était, il y avait 3 critères à respecter, entre guillemets, pour elle, qui étaient essentiels. Le fameux 15 minutes de jeu, 15 minutes d'attention pour l'enfant, c'est lui qui décide ce qu'il fait, etc. Il y a aussi, si jamais vous avez un enfant qui se contient pas, ben vous êtes bon pour le câlin, pour essayer de le contenir sans parler, sans rien dire. Enfin, ouais, il y avait d'autres contextes, mais voilà, ça ouvre grand les yeux sur ce qu'est cette seconde journée qui attaque souvent quand on rentre à la maison et qui a une espèce de lourdeur en se disant, bah voilà, vous venez à peine de rentrer de votre première journée, vous attaquez la seconde et vous soyez plein et entier à ce que vous devez faire. Lourd. Surtout qu'en plus, c'est souvent un moment de course parce que si on se cale sur les horaires français, le moment où on rentre, il est 17h30, 18h. C'est encore dans une bonne option, ça. Encore dans une très bonne option, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les devoirs, le bain, préparer le repas et coucher l'enfant, si possible, à 20h, 20h30. Et là, on n'est que dans un contexte des choses à faire. À quel moment là-dedans on case l'échange avec l'enfant, le jeu, je veux dire, le câlin. Voilà, le câlin, l'histoire du soir, le rituel, l'échange, parce que vous avez aussi votre mari, logiquement, ou en tout cas votre conjoint ou votre concubine. Il y a un moment donné où il faut aussi privilégier le couple en 2 heures de temps. Tout à fait. Chaud patate, hein. Voilà, après, il y a aussi, j'avais rajouté que cette quote-part qui est quand même assez importante dans le contexte éducatif, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, c'est automatique pour les femmes, on ne vous pose pas la question, vous êtes là pour faire parce que c'est vous la femme, vous avez enfanté, vous êtes censé être là pour les enfants, vous devez être plein et entier à ce que vous faites. Il faut reconnaître qu'on est quand même beaucoup mieux organisé que les hommes. Disons qu'on a des compétences de temps en temps pour être multitâche. Après, ça dépend de la femme. Après, ça dépend de la femme. Tu peux être multitâche et quand même louper la moitié des choses. Et ça peut être du multitâche où tout est correctement fait. C'est ça. Après, il y a le monotâche bien fait, mais petit peu par petit peu. Et ça demande d'être organisé dans la succession et timé. C'est ça. Et c'est pas toujours chouette à ce moment-là d'avoir une horloge. On l'a déjà toute la journée. C'est ça. Un espèce de trotteur là. Vous arrivez dans le rouge, vite, il faut les coucher, c'est l'horreur. Parce que forcément, quand c'est comme ça que vous avez le timer, en plus, les enfants, vous n'êtes pas, ils font l'inverse de ce que vous voudriez. Ah oui, parce qu'ils veulent de l'attention. C'est ça. Et après, on pourrait rentrer dans le débat de la figure d'attachement et tout ce que représente le parent qui est censé être là le plus souvent avec eux. Parce que, pas de bol, c'est celui qui est le plus là qui morfle le plus aussi. Hein. C'est ça, oui. C'est le défouloir. C'est sur lui que les enfants se vident normalement. Un autre contexte, un nouveau personnel, c'est la capacité physiologique purement pour récupérer. Bah, bien entendu, plus on avance, logiquement moins bien on récupère. Claire. On a eu les enfants tard. Est-ce que nos nuits sont complètes? Est-ce qu'on dort correctement? Où est-ce qu'on en est avec sa dette de sommeil latente? Alors, entre la projection de l'enfant parfait, c'est-à-dire celui qui rentre dans ces fameuses 2 heures, celui qui dort à l'heure prévue, qui se réveille à l'heure prévue, là, c'est celui qui a fait ses nuits tout de suite. Celui qui a fait ses nuits tout de suite. Oui, mais s'il les fait après, donc la dette de sommeil est censée s'effacer. Et il y a tous ceux qui, au contraire, ça va exponentiel avec l'âge de l'enfant. Super. Donc, il y a ça quand même, cette capacité physiologique à récupérer. Il n'y a pas que l'âge, bien entendu. On revient à cette charge mentale parce que ce moulin trop. Il y a la santé, il y a la santé. Il y a l'équilibre de vie, il y a ce qu'on mange, il y a le sport qu'on fait. Si on a le temps. Il y a le temps qu'on se consacre aussi à soi. Ouais, à soi. Déjà, rien qu'à soi. Souvent, c'est déjà une bonne jauge. Est-ce que dans votre journée, vous avez ne serait-ce que 5 minutes pour vous? Ça paraît ridicule, 5 minutes. Mais en 5 minutes, on pourrait juste faire déjà une méditation si on avait besoin de souffler, de se régénérer. Voilà, souffler, ne serait-ce de se retrouver avec soi-même pour être un peu plus à la cool. Alors, ça ne correspond pas à tout le monde, mais voilà, ça pourrait être une piste. Là-dessus, juste un petit conseil. Souvent, je dis à mes clients, commencez par vous le matin. Au moins, c'est pris, c'est fait. Une fois que tout le monde est parti, que tout le monde sait 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Si vous avez 1 heure, prenez-les. Mais au moins, ce petit quart d'heure-là pour vous. Pour boire un café. Choisir le moment qui est le plus opportun. Voilà. Si c'est le café ou la tisane ou le thé après manger du midi, si c'est le matin.
Ceux qui fument, ce sera peut-être cette clope-là qui a l'impression d'être libératrice de tellement de C'est ça. choses. Tout s'évapore avec la fumée. Vous avez aussi, je suis pas là pour dire c'est bon, c'est pas bon. Hein, on fait comme on peut avec ce qu'on a, On n'est-ce fait pas? exactement. Mais Et il y disons, a, arriver à avoir ce moment, c'est vrai que souvent, je préconise le matin parce que il n'y a pas encore le retard accumulé de la journée. c'est vrai. Et puis, il y en a d'autres qui vont apprécier ces C'est fameuses ça. 5 minutes pour lire le soir. Enfin, il faut s'écouter. Enfin, le maître mot, c'est ça, s'écouter. S'écouter. Commencez par savoir ce que vous voulez Mm. pour mieux l'appliquer après. En tout cas, pour essayer d'être plus en phase avec vous-même. Un autre petit point qui est non négligeable, j'ai tendance à dire ça dépend du niveau de souci. Alors, je le mets entre parenthèses visuellement pour que je ne vexe ou en tout cas je ne touche personne au niveau de soucis personnels que nous avons. Bien entendu, tout ça et la gestion de ce qu'on appelle problématique personnelle, ben, ça nous appartient, voilà, c'est personnel. On a tous notre jauge. Il y a des choses qui paraîtront difficiles pour l'un, qui sont pas du tout difficiles pour d'autres. Que ce qu'on appelle des soucis sont de l'ordre du souci, l'autre d'ordre de problème et l'autre pour d'autres d'ordre de trauma. Et ça, c'est incontrôlable, mais ça reste dans le giron du personnel. Oui. C'est pas drôle non plus. Tu infuses, c'est ça? Oui, j'étais en train de cogiter sur cette notion de problème où il y a ceux qui sont, on va dire, latents, qui nous tournent consciemment en toile de fond, et il y a tous ceux qui sont là, qu'on ne veut pas voir, qu'on fuit, voire dont on n'a pas conscience, mais qui sont d'une lourdeur. Et Oui. j'essaie, on va dire, de rendre ça concret, mais on a tous vécu à un moment donné un mal-être, alors que toutes les apparences et tous les indicateurs étaient ouverts. Et pourtant, au fond, il y a un truc qui va pas. Ça va Il y a du pas. vide. Ouais. Il y a cette espèce De d'envie de pas être soi pleurer. déjà. Voilà, de De pas pas être être soi. soi. D'être à côté de la plaque. Et plus d'être à côté de la plaque, parce que de pas être soi, quand on en est déjà là, on a déjà fait un pas vers notre Ouais, problématique. oui, c'est ça. Mais, Non, mais quand je mais dis pas être soi, je prends un cas concret. Tu rentres à la maison, tu as tes enfants. Alors, je prends dans un contexte quand même de bas âge, parce que dans les plus grands, ça marche un peu moins bien. Mais imaginez-vous cette espèce de brouhaha quand vous rentrez et que les enfants, là, vous avez des piaillements, ça braille, quoi. Enfin, ça vous des enfants qui explose les jouent, qui tympans. vivent. Non, mais qui jouent, qui vivent, c'est vrai. Mais quand on arrive à se dire, mais c'est pas possible, Mais qu'est-ce mais que où je est-ce fais que je là? suis? Hmm. Mais qu'est-ce que j'ai décidé là? C'est pas vrai, mais ça colle pas avec ma vie. Mais attends, mais c'est pas possible. Et le pas possible, et cette espèce de déconnexion où vous avez la première chose que vous faites au lieu de dire bonjour, comment ça va, la journée s'est bien passée, est-ce qu'on échange un petit peu, ne serait-ce que ça, et que vous démarrez par dire taisez-vous, je ne peux plus, on se calme, c'est pas ça, rangez, pas ça. Voilà, en fait, je vous ai donné le contexte de la plupart de quand on rentre, c'est qu'on voudrait que ce soit calme, ça l'est pas, parce Ce que n'est pas. forcément, on voudrait que ça le soit et ça l'est pas. Et c'est ça, de se dire, je braille alors que c'est tout ce que je veux pas et c'est pas moi. Et c'est pas moi, c'est ça. Et Et c'est je veux. ça, à côté de la plaque que j'entends. C'est, Il y a plein d'autres contextes. Hein. et quand il y a ça et qu'on n'arrive pas à mettre de mots dessus et qu'on ne sait pas pourquoi, Ouais. ça fait aussi partie de ces soucis que tu as mis entre guillemets. Euh, c'est ces petits trucs indicibles qui font que on ne sait pas mettre un mot dessus, on ne sait pas dire ce qui va pas. Tout ce Oui. qu'on sait, c'est que quoi qu'on fasse là où on n'y est pas bien. On n'est pas bien au boulot, mais la perspective de rentrer à la maison avec le Ouais. bruit, bah ça nous fait dire ah bah tiens je vais finir ça. Donc rester 5 minutes, 10 minutes de plus. Hein. Voir se trouver des En contraintes. espérant que demain, ça fera gagner 1 heure. En espérant que demain nous Le fera 15 gagner. minutes, C'est ça. voilà, que le 15 minutes de ce soir fera gagner 1 heure, mais ce sera jamais ça, parce que Ce l'heure sera de jamais demain, ça. vous allez l'utiliser à autre chose. Tout à fait. Et mais en réalité, c'est juste l'indicateur de se dire, ben, j'ai pas envie de rentrer parce que je vais retrouver un contexte qui me convient pas. Oui, c'est ça, c'est ça. Et bien entendu,
La cerise sur le gâteau, parce que bien entendu, il y a la cerise sur le gâteau qu'il faut tenir compte. Le summum, alors j'ai pris le contexte des enfants petits. Vous avez aussi le contexte des enfants un peu plus grands, qui là ont la délicatesse de vous balancer la totalité de vos pensées brutes de décoffrage. Genre, de toute façon, qu'est-ce que tu en sais? Toi, tu n'es jamais là. Bon, ça c'est pris. Ou tu connais même pas la moitié de mes copains, tu sais pas mes centres d'intérêt. Ces reproches-là sont souvent lourds de conséquences. Alors même si c'est balancé comme ça, peut-être sous le coup d'un colère pour un enfant ou une enfant, C'est son ressenti c'est quand même profond. dit, c'est quand même là. Et il faut pas oublier qu'il n'y a pas de fil pour un enfant, c'est-à-dire que pour elle, elle ou lui, c'est un vrai mal-être déjà. C'est Quand clair. on est là, c'est qu'un vrai mal-être. Pour l'enfant, donc quelque part pour vous aussi. Parce qu'on se doute bien que ça ne peut pas perdurer tout ça. Non, puis souvent il y a la prise de conscience qui va avec à ce moment-là où on a cette petite voix au fond qui nous dit on travaille trop, les excuses qu'on se trouve, c'est pour assurer un niveau de vie, c'est pour t'assurer ton éducation, c'est pour Oui, te permettre tes vacances, c'est pour te permettre tes fringues de luxe. Puis quand on commence la liste, vraiment, on se la non, pose, mais elle est pas. ça commence Voilà. par avoir, Ou pouvoir, ou ou donner. pouvoir, ou donner. Mais l'échange, l'enfant, il attend quoi? Déjà, des enfants heureux, c'est des enfants qui ont de l'amour. C'est pas des enfants qui ont des chambres remplies de Qui jouets. ont des parents qui sont là, présents dans ce qu'ils vivent. Oui, Il ne faut pas oublier qu'on les a attendus, ces enfants-là, logiquement. Hein. non, normalement, oui. On, normalement, on les a voulus. Et contextuellement parlant aujourd'hui, je tenais à redire une petite chose. On est dans l'ère de l'organisation quand même. On vous montre multiples façons d'aller ranger vos affaires. Un coup, je les enroule, un coup, je les mets par taille, un coup, je les mets par boîte, et la boîte vient dans une autre boîte, et de la boîte, ça va dans une autre boîte. Eh bien, on est maintenant même dans un contexte où il faudrait que notre tête soit des boîtes. Donc, c'est très joliment dit comme ça. Hein, la visualisation est quand même pas mal pour ceux qui y arrivent, de se dire qu'il y a des choses qu'on sait qui ont besoin d'être réglées, mais elles ont leur boîte. Donc, quelque part, c'est rangé. Et comme la boîte, c'est pas le moment de la sortir, et ben, on sait qu'elle est là, la boîte, mais on y touchera quand on sera en mesure de. Sauf Et ça qu'au bout aussi, d'un c'est dur. moment, la boîte, elle se remplit sans forcément qu'on s'en aperçoive. Et il n'y a plus de place dans le placard. Aussi. Il n'y a plus de place dans le placard, il faut Ouais, mais là, nettoyer. Le nettoyage de. tu prends une spécialiste en condomarie et elle te vide ton placard intérieur. Ça. Je connaissais pas le nom. Bah, merci. Je pense aux boîtes et au pliage, mais ça m'apprendra. Voilà. Donc, tout ça pour dire, on s'est juste fait une liste exhaustive. Alors, bien entendu, qu'il y a pléthore d'autres choses, mais on voulait au moins déjà recentrer un petit peu, voilà, ce qu'on appelle par charge mentale et ce qui nous pourrit quand même globalement la vie. Parce qu'il y a ce contexte de pourrir. Ah, mais complètement. Et du coup, on en arrive où quand on laisse Voilà. tout ça prendre le pas? Alors, bah, c'est maintenant que la vidéo s'arrête et qu'on se dit, vous vous débrouillez avec ce qu'on vient de vous dire. Ah non, on va quand même leur dire jusqu'où ils peuvent aller, qu'ils peuvent être malades, qu'ils peuvent tomber en burn-out, pire faire des cancers. On va bien les déprimer, puis après on les laissera. C'est ça, c'est ça. Non, après, on s'est quand même dit qu'une fois il y avait tout ça, il faudrait quand même qu'on apporte quelques solutions. Alors, il y a en tout cas, à mon sens, une chose essentielle avec ces fameuses 5 minutes dont on a parlé tout à l'heure. C'est simplement la conscientisation. Alors le mot est barbare, hein, c'est pas très chouette, c'est pas très marketé, mais c'est simplement se rendre compte de la situation, être capable de se rendre compte de ce qu'on vit. Et là, Et c'est de comme le mettre début de un la nom sur guérison. les problèmes. C'est ça. Être capable d'identifier les problèmes que nous avons au quotidien. C'est justement sortir ces fameuses boîtes et être capable, alors ceux qui sont en mesure de les lister factuellement, hein, de prendre un papier et de lister ce qui va pas. Vraiment, hein, c'est pas apporter ou avoir gagné beaucoup d'argent pour avoir, c'est pas ça. Qu'est-ce qui va? Ben, je gagne bien ma vie. Ok, qu'est-ce qui va pas? Ben, je fais pas beaucoup à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Va, par exemple, ben, j'ai un super toit, je sais pas, j'ai une maison, je m'habille comme je veux, je peux choisir, J'ai etc. des Et en enfants en face, bonne santé, mais quand je rentre à la maison, je pleure. voilà, je pourvois matériellement ce qu'ont besoin mes enfants, je pourvois pas affectivement ce qu'ont besoin mes enfants. Par exemple, c'est des exemples. Mais tout Euh, ça sans se porter de jugement de valeur. non, Vraiment parce de qu'on n'est pas là, manière on est très factuelle, très détaché. Vous êtes censé être voilà. détaché quand vous le donnez. On est simplement là pour lister
le bon, le mauvais. En tout cas, votre bon, votre oui. mauvais. Parce que le bon pour certains sera le mauvais d'autres et vice-versa. Et Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Que ce soit, et d'ailleurs, on est là, on fait ce podcast, mais que ce soit Patricia ou moi, on est consciente pour les avoir vécus de tous ces éléments-là, qui sont d'ailleurs propres à chacun. De la difficulté et de la douleur de les citer. C'est ça. Parce la douleur de les citer, ouais, ça réveille plein de choses. Ça m'est arrivé à une période de ma vie où j'ai pris conscience. Alors moi, ma prise de conscience s'est faite, je pense comme beaucoup de gens, au final, très graduellement. J'étais chef d'entreprise. J'ai tout qui s'est aggloméré d'un coup. Soudainement, j'ai pris conscience que mon boulot qui m'avait motivé me motivait moins. Je gagnais royalement bien ma vie. J'avais investi dans l'immobilier. Et j'en étais à adopter des chats parce que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et puis, un jour… Donc, il y avait quand même un côté affectif. On se dit, bon, il y a un manque à combler. Il y a un manque à combler. Je prenais mon chat le soir, manger sur mes genoux, mais à la petite cuillère. Et un jour, c'est la tante de mon mari qui a trouvé ça drôle, mignon, attendrissant, touchant. Et le soir, en allant me coucher, je me suis regardée dans la glace en me disant, mais attends, ton chat, tu peux l'aimer, mais nourrir ton chat en l'asseyant, il était assis sur tes genoux et en le nourrissant à la petite cuillère, t'as un problème, ma fille. C'est un privilège d'ailleurs par rapport à Maurice, quand même. C'était encore en France à l'époque. Mais et encore, j'avais justement des horaires à rallonge. Parce que je voulais pas rentrer chez moi, parce que la maison était calme. D'accord, il y avait, certains besoins que ça, il y a un espèce de ce fameux brouhaha qu'on déteste tant parfois aujourd'hui, ou déteste tant aujourd'hui, voilà, qu'on recherche quand on n'a pas. Et tu as cette période de latence où j'ai mis le doigt sur le truc, et après il s'est écoulé 3 ans. Où là, tu passes à l'étape solution. Ok, je veux un enfant, c'est pas en ayant 10 chats dans la maison que ça va m'aider. Et tu passes à la recherche de solutions. La solution, elle arrive. Puis tu t'aperçois, bon, ok, le bébé, il est là, c'est bien, ça remplit un truc, mais c'est pas total. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et là, j'ai perdu mon père dans la foulée. Et mon père a toujours pourvu aux besoins matériels de la famille. Et là, soudainement, tu prends conscience que cet homme je fais partie, on est 3 filles, je suis celle qui a le plus vu finalement mon père. Contrairement à mes 2 sœurs, j'en ai le plus profité. Et tu prends conscience que cet homme qui a bossé toute sa vie, qui a attendu le fameux si, enfin lui c'était quand, c'était pas si, c'est quand je serai en retraite, je ferai. Et que tu commences à te dire, mais ça fait 10 ans qu'il est en retraite, il a fait quoi? Déjà, ces 2 dernières années, il n'a rien fait parce qu'il était malade. Puis les années d'avant, ma mère a eu un cancer. Ça a duré 2 ans aussi. Donc 4 ans. Puis quand tu remontes le fil du temps, tu te dis, finalement, il a fait une micro-fraction de tout ce qu'il avait déporté. Et je suis en train de faire la même chose. Oui. Parce qu'on avait… alors, ça, malheureusement, c'était la génération de nos parents. C'est ça. Mais il y a quand même cette échéance-là pour nous aussi, même si l'âge de la retraite… Alors, je rebondis, excuse-moi, je minimise pas, c'est pas ça. Et je rebondis en disant qu'on se met tous cette échéance de la retraite en disant « après, je ferai ». Oui. Mais le après, il ne faut pas oublier que ce que vous avez construit en 30 ou 40 ans de carrière, c'est aussi ce que vous allez vivre à votre retraite. C'est pas votre boulot qui va vous tenir. Non. C'est-à-dire que tout ce que vous avez casé, ça va vous revenir en pleine poire au moment où il faudra tout ce qu'on a oublié, tous ces moments où qu'on a investi et où on a oublié sa santé, d'écouter son corps, de faire une pause parce que c'était salvateur. Mon père a quand même fait un infarctus, il a eu des problèmes de santé, mais jamais, grand jamais, il s'est dit « Ah, tiens, mon corps a un truc à me dire ». Non, on continue, on pousse la machine jusqu'au bout. Je l'ai vu s'effondrer, moi, au milieu de son bureau. Il était expert comptable à son compte avec des employés. Je l'ai vu s'effondrer comme une masse, alors que ça faisait juste 1 mois et demi qu'il avait mal dans le ventre. Il est allé jusqu'à l'obstruction à l'époque du cholédoque.
mais quelque chose qui aurait pu être évité avant. Bien sûr. Et on va Et c'est là où on pousser, revient sur les histoires de le déclencheurs. déclencheur. Alors, j'avais rajouté qu'il y a aussi il n'y a pas de bonne. On avait dit conscientiser, c'était quand même très important parce qu'on mettait le doigt effectivement sur ce qui était important. Il n'y a pas de bonne méthode pour tout le monde. C'est comme les Non. enfants, parce que s'il y avait un livre par enfant, ce serait magnifique, mais ce n'est pas le cas. C'est vraiment avoir l'ouverture d'esprit de se dire, OK, qu'est-ce qu'on me Qu'est-ce dit qui est bon autour? pour moi? Et parfois, ça prend du temps. Moi, il m'a fallu 3 ans ou 3 ans et demi pour comprendre. Oui. Pour mettre les choses bout à bout. Il y a ça, comprendre ce qui est bon pour nous, parce que malheureusement, sans tester, ça va être compliqué. C'est ça. Il y a pléthore de solutions aujourd'hui à tester. Et j'allais dire, il y a plusieurs cas de figure. Il y a celui qui se dit, bon, bah, j'ai déjà conscientisé, je trouve que c'est déjà pas mal. Celui qui ne conscientise pas, parce que, comme ton père, c'est-à-dire on attend que le déclencheur soit la maladie. Ou conscientise pas parce qu'on va mettre la priorité sur l'argent. Parce que là, clairement, c'était ça, c'était faire vivre sur le planning. Sur le planning. C'est ça. Sur cette fameuse charge mentale. C'est ça. C'est ma femme s'occupe de la maison et moi, en contrepartie, il faut que j'atteigne des objectifs financiers parce que, alors bon, c'était pas le cas de ma mère, mais je sais que c'est le cas de certains de mes clients. Madame veut partir en vacances, le fils doit aller dans une bonne école ou la fille, et tout ça, ça fait peser indirectement, c'est des pronostics. Je veux dire, si l'enfant veut apprendre, je ne vais pas dire que toutes les écoles se valent, mais une école un peu moins chère qui permet de libérer quelques heures et parfois meilleure parce que papa ou maman vont être là qu'une école très chère. C'est ça. Et on revient aussi à son niveau d'exigence. C'est ça. Qu'est-ce qu'on attend ou qu'est-ce qu'on souhaite déjà pour soi-même, parce qu'il y a ça aussi. On est quand même les rois de s'auto-saboter, hein, faut pas l'oublier. Hein. Le premier à convaincre, c'est vous-même. Hein. C'est super, ça c'est déjà… Et quelles sont vos priorités personnelles? C'est comme je dis que pour la bonne méthode, il y a plusieurs supports. Alors, c'est vrai que pour ma part, je suis plutôt sur le côté holistique et que je ne vais pas forcément m'orienter de but en blanc auprès des solutions pharmaceutiques, médicamenteuses, j'entends. Mais commencez déjà par, si vous l'avez listé, de se dire, bah tiens, faites confiance à ce que vous avez révélé. Faites confiance au choix de vos priorités personnelles. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Je vous prends un exemple concret. J'ai une femme qui est venue voir pour bilanter son enfant. On s'est retrouvé effectivement à monter la totalité du bilan de l'enfant et effectivement, on a décelé alors plusieurs choses. C'est un enfant qui a extrêmement de difficultés à dormir. Et j'avais donné des solutions pour l'enfant. Elle me dit, mais ma priorité aujourd'hui, occupez-vous de ma dette de sommeil. Gérez ma dette de sommeil. Je ne suis pas en mesure de mettre autre chose en place dans ma vie tant que je ne récupère pas. Ça en est une. Ça aurait pu être autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de gérer autre chose que de la version logique. Vous êtes beaucoup à se dire d'abord, on va commencer par, au mieux, je vais commencer par le médecin. Je vois bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Bon, allez, va me trouver un traitement, là, un médicament, un truc à prendre, là, ça va aller. Bien. Donc, vous prenez le médicament, vous avez fait confiance, le médecin, vous connaissez pas, il connaît vos habitudes, quelque part, c'est pas là votre problème, vous voulez une solution à votre problème, le médicament peut être une option, c'est la plus facile, les médecins, il y en a partout, les médicaments, il y en a dans la pharmacie. C'est ça. Le problème, c'est qu'au mieux, vous avez la gentillesse d'être à l'écoute de votre corps et de votre corps vous dit hey, je crois que le médicament ne te convient pas là. Alors, vous oubliez un rendez-vous, le meeting, vous n'êtes pas là, vous prenez des suées, ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes. Vous perdez la mémoire alors que vous êtes quelqu'un qui est globalement plutôt super organisé ou pas. Hein, mais voilà, je vous donne des exemples de possibilités, des effets secondaires de ce fameux médicament et c'est là que vous penchez sur la boîte. Ça ne va pas le faire du tout. En fait, je n'ai pas le droit de conduire. Si vous conduisez beaucoup, c'est quand même ballot. Ça, vous récupérez mal, vous avez un sommeil lourd. Voilà. Deuxième option, vous retournez chez le médecin. Persévérant quand même, la personne, je trouve. C'est bien quand même. Il faut une autre boîte, hein, parce que celle-là, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas. Deuxième boîte. Ah bah oui, on va changer. Ouais, peut-être que ça ne correspond pas. Très bien. Deuxième boîte, kiff bourricot. Ça vous fait d'autres symptômes. Ça ne répond pas à votre besoin. Puis du coup, vous allez laisser tomber cette boîte-là pour essayer de retrouver le rythme que malheureusement vous aviez déjà. Mais ça a été quand même entre-temps révélateur de tout ce qui n'allait pas. Parce que quand vous preniez cette boîte-là, avant de vous dire c'était le médicament qui n'allait pas,
Et à un moment donné, vous êtes aussi dit, ça va pas à la maison, maman, madame ou monsieur, ça va pas. Déjà, quand Ça on va confond pas. madame avec maman, il y a un problème. Oui, oui, mais maman, parce que voilà, on est dans le rythme de ma femme est devenue maman et c'est elle qui gère les enfants et du coup, on finit par tout Oui, mixer oui, là-dedans. Pour le peu de temps qu'elle passe, au lieu d'appeler chérie à un moment donné ou par son prénom, c'est maman. c'est C'est maman. comme les enfants à la fin. Mm. Donc ça, c'est quand même, c'est aussi pas super drôle. Ça, c'était le deuxième Non, on volet. l'a Vous dit allez me sous le dire, ton de l'humour, mais c'est vrai que quand on oui, commence à c'est son ça, conjoint, maman ou papa, c'est qu'il y a un transfert qui se fait et qu'il y a des attentes qui se posent qui sont de l'ordre de la prise en charge. exactement. Aidez-moi, help. Aidez-moi, c'est ça. C'est ça. On a parlé de la maladie tout à l'heure. Il y a aussi les ultimatums C'est ça. qui arrivent. C'est des échéances comme la retraite, un peu moins sympa quand même, parce que quand vous avez votre conjoint ou votre concubine qui vous dit, écoute, il va falloir que tu réussis à faire une journée de 15 heures en 7 heures, parce que sinon je m'en vais. Tu dis au revoir à notre couple, t'es pas là, t'es pas présent, t'es pas là pour moi, t'es pas là pour les enfants. Bref, le contexte de séparation. Alors, il y a les menaces, une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, elle est sympa quand même, ou il est sympa. Et puis, il finit par vraiment s'en Il finit aller. par Et là, partir. paf, ça vous arrive en plein milieu du visage, et puis vous êtes obligé de sortir ces fameuses boîtes. Et la dernière version, parce qu'il n'y en a que 4, hein, et à un moment donné, il faut s'arrêter. La dernière option, c'est les enfants ont grandi. Bien entendu, ils sont révélateurs de vos propres traumas, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'ils savent très bien appuyer là où ça fait le plus mal. Et on se retrouve, par contre, avec au-delà de la claque dans la figure, c'est tous les reproches de votre parentalité mal vécue par l'enfant. Vous Parce que connaissez mal les géré ados, par vous. parce que mal géré à un moment donné, ou mal géré Pas certainement comme on volontairement. a pu, Oui. Oui, le involontairement, mal géré géré comme n'était on pas a pu. volontaire, hein. Il était de manière inconsciente, en pensant bien faire tout en sachant parfois, parce qu'on a quand même cette dualité, la petite voix qui nous dit fais-en plus, c'est là au niveau du cœur où on sent bien que le fais-en plus, il nous fait mal parce qu'on n'a pas envie d'être là où on est. Mais ça fait partie d'une gestion et de choix qu'on va faire. Et souvent, là, ce qu'on écoute, c'est la voix, c'est pas le ressenti corporel. Et tu l'as bien dit, ce qu'on écoute, c'est la voix. Là, c'est la version où votre enfant est quand même capable d'exprimer ce qu'il ressent. Oui. Vous avez tous les autres enfants qui vous disent rien. Et ils sont influençables, et ça les rend influençables dans la gestion de leurs relations parce que comme ils ne savent pas et que l'exemple n'a pas forcément été là à un moment donné, ils ne savent pas gérer non plus leurs propres relations. Ça va dans les relations amoureuses après parce qu'il y a de la projection du modèle papa-maman. Ça va, qu'est-ce que je pourrais Ça dire va dans d'autre? des La gestion de refuges. l'apprentissage. Oui. La gestion de l'apprentissage, la gestion aussi de ses activités, d'une certaine hyperactivité, parce qu'il y a voilà. Et on va aussi sur physiquement un enfant qui a un genou qui lâche, des épaules, un dos qui fait mal, de l'eczéma. De l'eczéma, ça paraît tout bête, hein, mais souvent le premier repère de l'eczéma, c'est une problématique affective. Effectivement, le manque de contact. Manque de contact, on rapproche d'ailleurs souvent ça par un processus d'abandon. Hein. Alors, je mesure le mot que je viens vous dire, c'est vrai que c'est lourd de conséquences, mais ça fait partie des choses à prendre en compte. Le dermatologue va vous donner de la cortisone, vous ne le verrez plus, mais la réalité, c'est que c'est toujours là. Et ça va ressortir à la première Et ça va occasion. ressortir. Voilà, et ça fait des enfants qui auront 30 ans à un moment donné et qui auront un problème relationnel pur avec leurs parents parce qu'il y a eu un problème de communication à un moment donné et la scission arrive là parce que la structure mentale arrive, ils sont eux parents à un moment donné et ils se disent mon Dieu, mais quelle enfance j'ai eue ou quelle enfance ils m'ont donné parce que c'est pas ça que je voulais. Et c'est là de se redire qu'est-ce qu'a besoin mon enfant et surtout comment je réponds correctement à ses besoins en fonction de ce que je suis et comment je vibre, parce qu'il y a de ça, et comment lui vibre et qu'est-ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin? Je réfléchis, non mais je suis maman aussi, donc ça peut que… je veux dire, c'est une remise en cause permanente. Alors c'est vrai que chacun a Oui, son c'est rythme, ça. hein. C'est une Chacun va remise en trouver… cause C'est permanente. ça, c'est ça. Qu'est-ce qui… mais bon, c'est vrai que de par notre profession, enfin de par ma profession, je suis très sensible à toutes les variations.
Il y a 2 jours, j'ai un mot de l'école me disant que Iloane, qui est mon plus jeune et qui a un QI un peu supérieur à la normale, il est triste, qu'il est replié, qu'il est renfermé, qu'il bloque sur certaines choses. Ok, c'est comme ça depuis la rentrée là des vacances de Noël. Hein. Et du coup, quand il est rentré, j'ai annulé mes rendez-vous. J'avais des rendez-vous à ce moment-là parce que ma priorité, c'est le bien-être de mon fils. Et d'y trouver une réponse, en tout cas sa réponse. D'y trouver sa réponse. Et sa réponse, il nous l'a verbalisé. Alors bon, on avait une petite idée avec son père, puisque ça fait 3… Ils ont repris en décalé par rapport aux écoles françaises en France. On reprend une semaine après, et il avait verbalisé, toutes les semaines, il nous a verbalisé. Les élèves de ma classe, ils sont bêtes, ils comprennent rien, il faut toujours répéter. Donc derrière, ce qu'il nous disait clairement, c'était « je m'ennuie ». Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on avait mis des solutions… comme il a un grand frère, on avait mis des solutions à la maison qui étaient, si tu as envie de faire les devoirs avec Kéliane, tu fais les devoirs avec Kéliane. S'il est d'accord, bon, son frère était d'accord, ça l'amusait. Ils ont fait ça, mais ça ne réglait pas le problème de l'école. Donc, ça ne règle pas les 8 heures qui passent en classe aussi. Hein. C'est ça. Donc hier, on a verbalisé ça, on a préparé ça. Et puis, non, c'était avant-hier. Et puis hier, il est allé voir sa professeure d'anglais, sa maîtresse des matières générales, pour leur expliquer ce qu'il ressentait, comment il ressentait, et pourquoi, et ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Voilà, c'était… mais c'est vrai que de mon côté, il y a une remise en cause permanente de est-ce que je réponds à leurs besoins, de est-ce que maman qui bosse, tu vois, hein, je bosse dans mon salon, maman qui est là au final sans parfois être là, est-ce que c'est la bonne option, est-ce que c'est la bonne solution, est-ce que… Et il y a tout ce questionnement. Et parfois… De savoir… Alors, j'allais te dire, il y a tout ce questionnement qui ne s'est pas posé un jour, en tout cas dans un contexte d'enfant, il faut avoir des enfants pour ça, parce que c'est pas drôle, qui ne s'est pas posé la question, suis-je un bon père? Suis-je une bonne mère? La question paraît tellement anodine. Est-ce que le développement, ou en tout cas le chemin de développement que je propose à mon enfant est le bon? C'est le chemin. Et parfois, juste les questionner. Parce qu'ils savent ce qui va, ce qui ne va pas, quand est-ce qu'on répond ou pas à leurs attentes. Et ils savent très bien le verbaliser, ils savent très bien le montrer. C'est vrai. C'est vrai, mais tous les enfants, parce que là, on revient avec la pluralité que fait l'univers, en tout cas le monde, n'est-ce pas? Tous les enfants ne le verbalisent pas, tous les enfants ne sont pas capables de mettre des mots dessus sur un mal-être. Tu as la chance d'en avoir un qui l'a verbalisé, je trouve ça remarquable, et parce que certainement, il a pris une certaine habitude de parler aussi. Oui. Ceux qui n'ont pas l'habitude. Il y a cet espace de parole qu'on leur accorde parce que… j'en ai un qui va le somatiser, le grand le somatise, hein, c'est des crises d'asthme. Alors, il a fallu un petit temps pour qu'on comprenne que tristesse émotionnelle égale crise d'asthme. Et du jour où on a compris… Et ça va avec la jauge de stress. C'est ça, c'est ça. Et puis, la charge que lui se mettait sur lui pour être un bon camarade, pour être quelqu'un à l'écoute. Puis un jour, on a enlevé ça sur les épaules. Parce qu'après, il y a le contexte aussi. Hein. Kéliane est née au mois de mai, mon père est mort au mois d'octobre, sa grand-mère est morte 2 ans après. Donc, il l'a vécu. Et même si on ne transfère pas, l'enfant l'absorbe, surtout à ces âges-là. Hein. Il est né en 2011, il avait 3 ans. Donc, tu as l'absorption, puis ça, à un moment donné, ça ressort. Et tout ça, c'est des petites choses où, en tant que parent, alors c'est vrai que nous, on y est sensibilisés, mais en tant que parent, ça peut passer inaperçu. Et un jour, on le reprend en pleine tête sans comprendre ce qui se passe. Et en fait, on se retrouve avec les fameux non-dits que l'enfant a somatisé, parce que c'est pas parce que tu n'as pas expliqué à ton… Alors, même si ton fils est au courant que ton père et que ta mère, malheureusement, sont décédés. C'est pas concret pour lui. Non, mais… À 3 ans, c'est pas concret. Oui, ce qui est concret, c'est la tristesse que maman a apportée. C'est ça. Et c'est ce qu'il a somatisé. Voilà, c'est ce qu'il a somatisé parce que ça l'a marqué lui. Tout à fait. Et c'est vrai que… On parle de ton fils, là, pour le coup, mais… parce que c'est un exemple concret.
Voilà, c'est un exemple concret. On pourrait aller très loin, ou en tout cas plus loin. Je pourrais prendre un autre exemple parce que il y a le contexte de famille recomposée ou en tout cas séparée, c'est-à-dire que Aussi. l'enfant doit reconstruire aussi quelque chose qu'il a dû déconstruire. Déjà son schéma familial, ce qu'il pensait être stable ne l'est plus. Voilà. Il y a aussi, dans la meilleure des cas, vous entendez bien avec votre ex-compagnon ou votre ex-conjointe, et du coup vous avez un discours qui est linéaire pour l'enfant, c'est rarement le cas. Donc ça Malheureusement. permet. Voilà. Et ce qui veut dire que quand on recommence à récupérer son enfant après un passage sélex, on commence déjà à détricoter. Alors attends, on recalibre parce qu'en plus l'enfant va être l'éponge de et ton père est comme ça, et ta mère est comme ci. Malheureusement parce que c'est souvent contextuel. Quand en plus l'enfant a des problématiques à l'école, ça exacerbe le tout. Et vous avez en plus après le contexte éducatif. L'école, je suis navrée, ça c'est une vraie pensée perso pour le coup. L'école, il ne faut pas. Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour les professeurs. Tous n'ont pas des vocations, comme les sages-femmes. Non. Tous n'ont pas des vocations. Et il Il faut y en bien a le parfois savoir. pour la vocation vacances, plus Alors, qu'école. la vocation de avoir une certaine capacité mentale, puisqu'ils ont passé les tests qui vont avec, il faut savoir qu'aucun professeur ils n'ont ne serait-ce qu'un petit module de psychologie. Les profs ne sont pas formés à enseigner ou à inculquer, pour certains inculquent, ou à faire transmettre leur enseignement. C'est pas ce qu'on leur demande dans leur phase de formation, dans l'agrégation. C'est important de le dire. Quand vous avez une prof ou une institutrice ou une maîtresse qui commence par vous dire au bout de 8 jours d'école, 8 jours, 8 jours d'école, première année, mais votre fils, il a des problèmes, il faudrait le suivre, problèmes comportementaux, problèmes de langage. Du coup, je l'isole parce qu'on ne trouve pas de solution. Il a une forme d'hyperactivité, il faudrait essayer de le détecter. C'est pareil, la claque du perso, vous la reprenez une fois que vous êtes en société, quoi. Et pour vous dire, mon Dieu, il a 3 ans, ça y est, on commence déjà à le faire suer, c'est pas possible. Voilà, et la réalité, c'est ça. C'est se retrouver avec cette armada de possibilités autour de vous, parce que aussi c'est facile de dire je vais voir un psy, je vais l'amener ensuite chez une orthophoniste pour gérer les problèmes de langage, je vais l'amener chez un dermato pour gérer les problèmes d'eczéma. Il fait des allergies, on va enlever ce qui lui est le côté allergique, donc on va chez un allergologue. Ensuite on va essayer de détecter. On va essayer de le détecter sur l'ensemble des médicaments parce que sait-on jamais qu'il aurait autre chose à l'école. Super. Après, vous liez à l'histoire du panier repas. Est-ce qu'on amène un panier? Non, mais on n'en finit plus. C'est-à-dire qu'on essaye de régler un problème de fond par d'autres solutions intermédiaires qui ne sont pas vraiment le problème, jusqu'au moment où, dans mon cas, mon fils a fini par manger bleu. Non, mais c'était dramatique. Manger bleu. Il voulait boire bleu. Donc, heureusement qu'on a des gourdes bleues. Dormir dans du bleu, porter du bleu, dessiner en bleu, tout était bleu, tout. Les jouets étaient bleus, tout était bleu. Alors, vous allez me dire comment on gère? Eh ben, on gère au mieux qu'on peut, surtout quand. Je me dis, je suis partie prise, je suis sa mère, et puis effectivement, je me considère, j'ai pas le droit de dire thérapeute, mais praticienne si vous préférez pour les enfants. Je me dis, je suis partie prise, je suis mal placée, c'est pas moi qui vais le gérer, donc j'ai été suivre par quelqu'un d'autre. Pour qu'elle me revienne à ce que j'ai conclu, mon fils somatise une peur terrible de la peur bleue. Ça marche très bien. Il a une peur bleue de tout. Cauchemarde, etc. Et voilà, super. Mais la réalité, c'est ça. C'est-à-dire que chaque enfant étant différent, alors on prend le bleu, ça pourrait être un enfant qui dessine que dans du jaune ou que dans du rouge. Le code couleur et le non-dit des enfants est essentiel. Toi, il l'a verbalisé. Quand on se retrouve avec des enfants déjà plus petits qui somatisent ce genre de choses, on a plutôt intérêt à se pencher sur la question. Loane, la première phase, ça a été. Alors bon, ça a coïncidé. Alors aujourd'hui, on en rigole parce qu'on a mis un nom dessus, parce que c'est en partie. Alors c'est pas réglé, mais c'est géré. Et que lui en a pris conscience, donc il est capable aujourd'hui de le gérer aussi. Il y avait un cyclone à l'extérieur puisque j'habite à Maurice. On avait un cyclone qui a fait absolument 0 dégâts à l'extérieur. Par contre, on en avait un à l'intérieur parce qu'il ne pouvait pas aller à l'école, qui nous a ce jour-là balancé des tabourets, qui a détruit absolument tout le village en Lego qu'avait fait son frère, et où ça a failli finir mal parce que dans un mauvais réflexe de maman qui ne sait pas, j'ai voulu l'attraper pour qu'il se calme et au final
il m'a donné un coup dans le ventre qui m'a fait lâcher et il est tombé à 2 centimètres de l'angle du mur. Et ce jour-là, c'est moi qui ai vu rouge, en se disant il aurait pu, enfin j'ai vu le crâne ouvert, j'ai vu, parce que c'était d'une telle violence. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, Qu'est-ce que c'est j'ai dans ces loupé? situations-là, on se dit, Qu'est-ce que j'ai mais loupé où est-ce à que j'en côté? suis? Voilà, c'est Ouais, où est-ce que ça. Et j'en suis? à côté de quoi je suis passée? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Voilà. Bon, il se trouve Et juste que c'était un enfant qui s'ennuyait, qui était frustré dès qu'il était plus stimulé, que l'école le stimulait mais pas assez, que le fait d'avoir perdu mes parents au milieu de tout ça a fait qu'à un moment donné, comme tout être humain, hein, je me suis posée et j'ai eu besoin de prendre ma respiration. Je me suis concentrée sur moi, j'ai oublié les autres. Hein, et Iloane, au milieu de tout ça, avait juste envie d'exister et de dire hey, je suis là. Et bon, après, c'est vrai qu'on a emmené voir le médecin, on a fait oui, on se retourne vers d'autres personnes parce qu'on se dit je ne suis pas compétente, même si je vois, même si je comprends, je ne suis pas compétente à régler le problème de mon enfant. Alors que avec le j'y arrive recul, plus. J'y arrive plus tout simplement. C'est le j'arrive on plus n'y dans le arrive plus. sens où soit je gère mal parce qu'il y a un contexte de manque de confiance en soi aussi. J'ai Ah bah l'impression oui, que j'y arrive pas. J'ai l'impression que j'y arrive pas, mais c'est le début de la guérison. Hein. C'est pas qu'on est malade, mais le fait de dire j'y arrive plus, il y a aussi une super prise de conscience. Il faut m'aider, j'y arrive c'est pas. ça, c'est ça. C'est beau C'est de se dire j'y arrive plus, je sais plus, je ne sais plus. Et, c'est ça. C'est ce que j'ai dit à mon mari, je ne sais plus. Je sais plus quoi faire. et c'est en ça que, alors je suis le podcast, on est d'accord, pas révélateur de ça, mais j'ai décidé d'écrire un livre blanc sur la parentalité pour ça. Il y a Isabelle Filozza qui en a fait un il y a quelques années sur la parentalité positive, et qui n'est plus du tout accessible parce qu'il est en libre accès, ce qui n'est pas le cas. J'ai décidé, parce qu'en tant que maman, de dire à un moment donné, il me faut aussi des repères, parce que j'ai besoin de savoir si c'est moi qui vais mal ou si c'est mon enfant. Parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de mixture qui se crée et on ne Ah bah sait plus. tu sais plus. Tu sais plus. Ouais. C'est comme le climat, pour en revenir à la charge mentale, c'est comme le climat qu'on rencontre dans certaines entreprises ou dans certaines maisons, où tu sais pas si le climat s'est instauré parce que la charge mentale était là et que le client va faire en sorte de tout dégrader, ou si c'est le climat qui a entraîné, on ne sait plus qui de la poule et de l'œuf est arrivé en premier. Mais c'est Et ça, à un c'est vrai. moment donné, juste se poser et dire, je sais pas. Une autre chose importante, c'est pas parce qu'on met le doigt sur le problème ou qu'on consulte en pléthore de solutions, qu'on consulte ou en tout cas qu'on a un moment de prise de conscience, c'est pas le tout de savoir. À un moment donné, il y a aussi le contexte de modifier, passage à l'acte. En tout cas, il y a, j'aime beaucoup l'idée du thé et d'infuser. Vous voyez, quand vous mettez le sachet d'abord, là, c'est la consulte pure. Ça commence à se diffuser. Vous avez écouté tout ce qui était dans la consulte et là, vous dites, c'est concentré quand même. Et il y a, il y a le contexte où vous avez pris un bol, parce que sinon, c'était pour bien voir. Et il y a le moment où le thé, sans que vous touchiez au sachet, va commencer à toucher les parois. Il s'écoule quand même un paquet de minutes. Et là, on se dit, si vous avez laissé le sachet en plus trop longtemps, c'est plus bon C'est à boire. amer derrière. Ouais, c'est amer. Donc, l'image est bonne dans le sens où il n'y a pas que de se dire je vais faire ou je vais l'envoyer, que ce soit vous ou l'enfant d'ailleurs, parce qu'on est sur la charge mentale, que ce soit vous qui vous autogérez ou votre enfant. J'ai tendance déjà à dire, commencez par vous-même pour mieux s'occuper des autres. Il faut d'abord que vous alliez bien, parce que votre enfant traumatise que vous êtes et comment vous vivez déjà. L'enfant va coopérer, de toute façon. Il va aller coopérera, et en tout cas de façon instinctive, jusqu'à 7 ans, c'est votre miroir. Pouf, c'est posé. Après, ça change un petit peu parce qu'on est phase d'adolescence, on a d'autres interactions, mais voilà. Jusqu'à 7 ans, il somatise. Donc, occupez d'abord de vous et ensuite de votre enfant si la logique est là. Après, c'est essayer de le mener à bout parce que, bien entendu, que c'est pas parce qu'on aura un révélateur de toute cette charge mentale qu'on aura dit tiens, toi c'est plutôt l'échec de la culture de l'échec qui va pas, ou la dette de sommeil latente, enfin bon bref, voilà, on aura mis des mots, on l'aura verbalisé. Il y a qu'à un moment donné, en plus de vous proposer des solutions pour
tenir le choc, parce que ça existe. Hein. Il n'y a pas à dire, bah tiens, parce que c'est une solution holistique, je repars avec une main devant, une main derrière, et puis les écoutilles ouvertes, j'ai tout entendu, et puis voilà, c'est fait. Non, on est quand même là pour beaucoup de praticiens de vous trouver des solutions, parce que le but c'est ça, c'est de vous accompagner éventuellement avec un traitement de fond. On est capable de le faire avec des solutions. Alors je pense aux fleurs de bac parce que je les utilise au quotidien, ce qui m'a été régulièrement demandé d'un soutien, de se dire bah voilà, on fait un traitement et on se revoit et on voit comment l'émotionnel, parce qu'on traite l'émotionnel, change. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas que vous aménagiez votre planning pour vous libérer du temps. Ce n'est pas que vous prenez un traitement de fond en disant je continue mes 15 heures de boulot par jour. Non, c'est on remet tout en cause et on passe à l'action sur qu'est-ce que je réduis, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux. Alors c'est vrai que ça c'est la question piège parce qu'en général les gens te répondent ah mais je veux pas travailler tard. Non mais qu'est-ce que tu veux? Ah mais je veux plus travailler comme ça. Mais concrètement, et on a du mal à le verbaliser parce que quand on commence à le verbaliser, on l'a en face de nous. Je veux rentrer à 16 heures ou je veux rentrer à 17 heures. Et là, oui, derrière. Parce que ça fait partie de l'inconscient qui se dit c'est pas possible ton 16 heures. Oh, ton 16 heures, tu l'oublies, c'est pas possible avec ton poste. C'est ça. Alors, or, c'est ce que le corps il veut, c'est ce que vous, en tant qu'être, vous voulez. Et derrière, c'est la barrière de l'ego, c'est la barrière de la société, c'est la barrière de toutes ces interactions qu'on nous a inculquées, hein, puisque on nous apprend aussi à ne pas dire je veux. Ah, on a une belle formule. Comme je veux pas, hein. Comme beaucoup le je veux pas, c'est difficile aussi. Hein. C'est difficile, mais c'est plus facile de dire je veux pas, je trouve, que je veux. Il y en a qui n'arrivent pas à dire le je veux pas, c'est-à-dire qu'on détourne l'attention, on fait autrement. Ça ne veut pas dire que pour autant on a verbalisé qu'on ne voulait pas. C'est vrai aussi. On a aussi mais ma collègue, j'ai remarqué que. C'est ça. Non, mais on parle de vous. Et du coup, on passe le petit pont, quoi. C'est ça. Voilà. Mais la barrière est quand même là. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Tout ça pour dire qu'on a quand même des vies aujourd'hui extrêmement, alors riches, je mets riches, extrêmement complexes aussi. Ouais, complexe plus, enfin. Complexe parce que on est dans un monde riche de quand on arrive à sortir de la complexité. Oui, quand on veut bien le regarder. Quand on veut bien. Quand on veut bien le regarder, qu'on peut aussi se pencher sur la question. Riche, complexe, parce qu'il y a aussi des dimensions qu'on n'avait pas auparavant. Alors, je pense souvent aux femmes, je suis désolée, c'est pas que je veux être sexiste, mais souvent, la dimension féminine a quand même largement changé, ne serait-ce que pour les 3 dernières décennies, ça fait un énorme boom. La place de l'enfant a changé aussi. Il y a aussi ce que j'ai tendance à dire, c'est la phase organisationnelle dans une journée. Tu comprendras très bien ce que je veux dire, Patricia. L'efficience, c'est quelque chose qu'on doit, je parle pour moi aussi, qu'on doit mettre en place. H24. Alors, H24, comprenez bien ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce que je faisais auparavant, comme beaucoup qui nous écouteront, je l'espère, en 15 heures. C'est-à-dire que mon temps de travail est extrêmement réduit. Tout doit être concentré en 8 heures, pile poil. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression de faire moins. La priorité, c'est que ça doit rentrer dans ces 7 heures, 8 heures-là. Parce que oui, je déjeune quand même et je vais être honnête, je bois quand même. Donc, il y a quelques minutes qui s'écoulent en cours de route. Donc, j'ai 7 heures pures de boulot. Voilà. Et oui, ça m'a été, alors, je pense que ça résonnera chez certains. C'est vrai, je m'occupe des autres parce que j'ai senti intimement que c'était, à force d'avoir fait de la prescription pendant des années et de me retrouver à expliquer que les chefs d'entreprise, ça n'allait pas parce qu'ils avaient personne à qui parler à un moment donné, que je repartais avec mon bon de commande en disant « Zut, j'ai pas vendu !» Mais j'ai écouté la famille. Et je revenais la fois d'après, elle me dit oui, il faut quand même que je te commande, c'est vrai que tu as quand même tendance à m'écouter. Et je recevais les commandes comme ça. Alors, j'étais bonne commerciale, mais pour ça. et voilà, se rendre compte qu'aujourd'hui, je suis concentrée sur ce que j'aime, c'est vrai. L'autre, mais mon autre, c'est mes petits, c'est mes enfants. J'ai mis du temps à les avoir, j'ai mis du temps à trouver la sécurité mentale pour moi, pour leur donner un contexte de vie. Et je me dis, j'ai pas attendu tout ce temps-là pour aujourd'hui passer quelque part à côté d'eux. Alors, ça fait pas, je te mêle dans la boucle, Patricia, je te prie de m'excuser, mais ça fait pas de nous des mères parfaites. Ah non, bien au contraire. non. On a des hauts et des bas. Ça fait juste nous des mères qui se remettent en cause
On est capable en tout cas de regarder, C'est ça. d'avoir un œil sur ce qu'on a réagi. Mm. Qui n'a pas eu parce que j'ai un fond nerveux, faut pas se leurrer, à qui ça n'est pas arrivé alors j'ai braillé pour le coup, excusez-moi, mais brailler sur son enfant et se dire 10 minutes après, on retourne le voir, je dis écoute, je suis désolée, maman est énervée, j'aurais pas dû te crier comme ça dessus, émotionnellement voilà comment je suis, ma journée c'était ça, je suis désolée, c'est toi qui as pris, c'était pas voulu. Mon enfant a 4 ans, 4 ans et demi, il comprend peut-être pas là factuellement ce que je lui explique, mais il a entendu que c'était pas de sa faute. C'est ça. Il a juste entendu que c'était pas de sa faute. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose que moi aussi, hein, ça m'arrive. On a beau avoir créé, on va dire, le contexte de vie idéal, c'est-à-dire qu'on a réussi aujourd'hui à conjuguer le fait d'être à la maison, majoritairement. Je ne vais pas dire toujours, parce que quand on se déplace avec mon mari, que ce soit lui, on n'est pas dans le même domaine, mais que ce soit lui et moi, quand il y a un déplacement, on le fait souvent ensemble. Parce que ça nous permet, cette petite bulle, et la nounou prend en charge les 2 enfants pendant une semaine. On a le contexte financier qui nous permet d'aller se balader en famille pendant les vacances. On a ce contexte de temps qui permet que l'un ou l'autre, parfois les deux, quand ils rentrent de l'école à 16h30 ou à 17h, on se dit ok, nous on arrête et on fait les devoirs. Donc tout ça, c'est le contexte idéal qu'on a mis en place, qui nous oblige, comme tu disais tout à l'heure, à être efficient. Mais malgré tout, ça arrive qu'on ait passé une journée de merde, où rien n'a tourné comme on voulait, où on a été dérangé alors qu'on voulait faire un truc, et puis que le gamin il rentre en nous disant ah ouais, j'ai ça à faire, mais j'ai pas envie. C'est toujours ce jour-là qu'ils n'ont pas envie de faire leur devoir. Et puis ça va en live. Et puis on leur crie dessus, mais à un moment donné, on se pose en disant ok, on met les choses à plat. T'as passé une sale journée, nous aussi. Eh ben, on va se raconter nos sales journées, puis après, on verra ce qu'on fait. Sachant qu'en France, on a une chance exceptionnelle. Hein, je parle pour la langue française en tant que telle. Je suis native d'un autre pays. Ma langue d'origine n'est pas du tout le français, donc j'ai appris le français. Je mesure tous les jours la chance que nous avons de la richesse du vocabulaire. Tu as dit un mot important pour moi. Il rentre, il n'a pas envie de faire ses devoirs. C'est ça. Devoirs. C'est dingue. Je comprends pas pourquoi il n'a pas envie. Non plus, hein, c'est fou. Les devoirs. L'obligation, la contrainte. Quand les enfants ne sont pas en classe, ils sont en temps de repos. Ok, super, génial. Il y a aussi un autre contexte dans la structuration éducative française. Alors c'est vrai, on parle beaucoup des enfants, mais parce que ils ont un rôle quand même de cadencer la journée, n'est-ce pas? Et dans les voyages que tu fais avec ton mari, il y a aussi bien entendu à conserver ce pourquoi vous avez fait des enfants accessoirement. Tout à fait. Parce que sans ça, ça va pas les masses. C'était notre base. Hein. Ah oui, il y a eu une base à un moment donné, il faut la conserver, c'est essentiel aussi pour la bonne conduite du couple, pour être sûr qu'on avance bien ensemble, pas à pas. Je vais pas dire main dans la main, on a le droit de pas être d'accord sur tout, hein, mais c'est simplement qu'on n'oublie pas ce qui nous a rassemblés à un moment donné pour donner le fruit de ce que nous avons construit. L'enfant n'est pas le ciment du couple. Et alors, bien au contraire, hein, c'est révélateur de toutes les problématiques que vous pouvez avoir. On fait pas. Oui, mais ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier qu'on ne fait pas un enfant pour ressouder le couple. Hein, ça marche pas. C'est à nous de cimenter et de garder cette bulle, qui est le couple, qui est l'équilibre de la famille, qui est l'équilibre de la vie, et d'inclure les enfants dans notre univers. C'est pas on les prend parce qu'il y a une brèche et qu'on pense qu'ils vont venir colmater la brèche. Non. Que c'est dans la logique des choses, que physiquement on atteint l'âge limite. Enfin, j'ai pléthore d'autres options à vous donner là-dessus parce que on est quand même cadencé. Hein, on revient à la retraite, on revient. C'est comme ça pour les enfants, c'est comme ça pour plein de choses. Faudrait on parle d'horloge biologique. Hein. Exactement, horloge biologique. Et je réitère sur la richesse du vocabulaire français. Alors, bien entendu, je prêche pour ma paroisse. Vous doutez bien que je ne vais pas me tirer une balle dans le pied, mais n'oubliez pas ce que sous-entend médecin, ordonnance, patient, médicament. Chouette, on vous a ordonné de prendre ça. Et on vous a tellement ordonné de le prendre qu'il faut en plus vous soyez patient pour que ça marche.
Sympa comme truc. Hein. Alors, non, mais voilà, la salle d'attente. En même temps, vous êtes patient, vous devez attendre avant, pendant, après. Oui, bon, voilà. Et c'est vrai que on n'y pense pas, mais la réalité, dans un monde où on est déjà, voilà, la réalité, on est déjà dans un monde canonisé et calibré, et surtout en Europe, on est quand même un pays de normes, et la France encore plus, on est un pays de normes. Tout doit rentrer dans des cases, dans la mesure du possible, essayez de les éviter quand vous pouvez les éviter. L'holistique, c'est bien. Oui. Non, l'holistique, c'est bien, les solutions. Alors, toi tu es sur toute cette partie holistique, traitement. Nous, de l'autre côté, on est avec Michael, on va intervenir sur la partie, on va dire, holistique, mais la partie professionnelle de la personne. Puis disons qu'on a 2 phases. C'est ça. C'est il y a 2 phases et il y a ces 2 pans de vie publique, vie privée. Tout à fait. Et nous, on va plus intervenir sur cet aspect public, sur comment on rétropédale, parce que la problématique qu'on rencontre, qui fait partie de cette charge mentale, alors là, par contre, qui est plus fréquente chez les hommes, c'est j'ai atteint un certain niveau de vie, qu'est-ce que je fais? J'aimerais voir mon enfant beaucoup plus, mais si je travaille plus, je rentre moins d'argent. Non, c'est faux. Si je travaille moins, je rentre moins d'argent. Non, c'est faux. L'argent qu'on rentre n'est pas proportionnel à la masse de travail que l'on déploie. Bon, c'est sûr, si vous travaillez, encore, non, je dis ça et je vais vous mentir parce que je travaille effectivement 2 à 3 heures par jour pour gagner beaucoup mieux que quand je travaillais 14 heures par jour. Donc, ça n'a rien à voir. On est d'accord qu'il y a aussi un contexte de on travaille pas moins, on travaille différemment. Différemment, voilà, exactement. Autrement. Et je ne vais pas appeler travail. Ben ça, par contre, par exemple, pour moi, c'est pas du travail. Donc, je vais pas le compter dans mes 2 heures. C'est un moment d'échange. Mais en même temps, si on y dissèque bien, ça devrait rentrer, entre guillemets, dans le travail, puisque ça contribue. Voilà. Après, c'est comment on dissèque les choses, comment on les vit, comment on les vibre. Oui. Et pour moi, le travail, c'est le truc chiant, c'est quand je dois faire ma compta, c'est quand je dois faire un truc qui me gonfle. Ça, oui, c'est du travail. C'est quand, alors je ne devrais pas le dire, mais c'est quand je fais de la prospection, j'aime pas faire de la prospection. Ça m'enquiquine. J'imagine bien. Bonjour, vous auriez quelques minutes. Non, je sais pas. Ok, bon bah tant pis. Non, même pas, parce qu'en plus, ça se passe bien. Mais j'aime pas toute cette phase de recherche. Une fois que j'ai la personne en ligne, c'est sympa parce qu'on découvre une vie, parce qu'on découvre, une autre chose que la fonction. Voilà, on découvre l'être qui est derrière. Et ça, j'adore. Mais par contre, toute cette phase où tu recherches la personne, où tu prends contact, où tu essaies d'attirer l'attention pour que… Et c'est 2 heures par jour que je consacre à ça parce que, comme tout entrepreneur, on est au four, au moulin, il faut faire. Et pour moi, ça, c'est du travail. Ça, c'est le truc qui est pesant. Et quand on a compris que, comme disent les Anglais, eat the frog first, quand tu commences par manger ta grenouille en premier, au final, ça te laisse toute une journée de plaisir derrière. Ça a fait l'ouverture pour que le reste passe. C'est ça. Tu commences par… C'est vrai que… après, tu organises ta journée différemment. Tu te fais ton heure de méditation, de sport, de ce que tu veux. Tu bouffes ta grenouille. Et pourtant, je suis française et j'aime les cuisses de grenouille. Mais là, en l'occurrence, c'est plutôt le crapaud, du coup. Je vais avaler mon crapaud du matin. Puis après, j'ai passé à des choses qui me plaisent, qui me motivent. Et du coup, c'est vrai que ça allège ta journée. Oui, c'est vrai. Voilà, et on a tous nos petites techniques et c'est vrai qu'on va amener nos chefs d'entreprise sur une visualisation différente. Ok, tu as une société, elle marche bien, elle tourne bien, elle est prospère, mais tu n'es pas heureux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on garde? Et puis après, une phase… C'est pas des phases brèves, c'est des phases d'1 an. On sait très bien que le changement, il se met pas en place du jour au lendemain. Oui. Souvent, au bout d'1 an, ils reviennent vers nous en nous disant c'est cool, je vois mon enfant. Vous aviez raison, finalement, je gagne toujours aussi bien ma vie, mais j'ai gagné une autre richesse. J'ai du temps en famille. Ma femme qui me menaçait de partir, elle n'est pas partie finalement.
Et puis on a retrouvé un équilibre. Et puis parfois, alors ça c'est marrant parce que c'est un truc qui revient souvent. Elle a trouvé un boulot. C'est bon ça. Ah oui, mais c'est ce truc que je trouve excellent parce qu'elle travaillait pas, elle se plaignait. Et finalement, quand monsieur lève le pied alors qu'il n'y a pas de baisse de revenus, elle éprouve le besoin soudainement de s'occuper d'elle. Parce que c'est ça qu'elles vont chercher dans une activité en dehors. C'est de plus être, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais plus être bobonne à la maison qu'attend que son mari y rentre. Non, soudainement, elles se découvrent qu'elles aussi, elles peuvent avoir une vie en dehors de l'enfant, en dehors de la maison, en dehors du travail de leur mari. Et au final, on allège la charge mentale des deux côtés. Et je pense que Faut pas oublier que femme au foyer, c'est pas très glorifiant quand même, hein. Femme au pas, foyer. c'est pas glorifiant et puis souvent le retour. Alors je pense que tu dois l'avoir beaucoup plus que moi encore. C'est j'ai personne à qui parler. J'ai personne à qui parler. Il y a aussi monsieur, dans un contexte de femme au foyer, hein, attention, je pèse mes Oui, mots, qui du coup, comme elle est à la maison, elle fait rien. oui, Elle est à la maison, elle fait rien. On peut pas être fatiguée, elle est à la maison. Essayez juste, messieurs, de prendre ce qu'est une journée de femme au foyer en totalité. Entre le linge, le repassage, préparer. Parce que bien entendu, à ce moment-là, si tu vas chercher les enfants, tu prépares à manger, tu débarrasses, tu les les ramènes. costumes au pressing. Les costumes au pressing. Tu as après les courses à faire, parce que malheureusement, il y a ça aussi. Et puis attention, parce qu'il y a des activités des enfants, et puis il faut que tu ailles les rechercher, que tu reviennes, et que tu fais l'administratif, parce que bien entendu, comme tu fais rien, forcément, tu peux t'occuper de l'administratif. Il y a les médecins, parce que les enfants sont toujours malades. Ils font leur immunité. Tout va bien, c'est super. Ouais, mais bon, en attendant, c'est toi qui gères aussi le médecin. Voilà. C'est ça. Le femme au foyer, c'est pas valorisant parce que dans le contexte dans lequel on est, c'est pas valorisé. Tu es à la maison, tu glandes que dalle. Je suis désolée, c'est comme ça que c'est vu. C'est ça. Et Donc, et effectivement, tu n'as personne à qui parler et malheureusement, c'est pas tes enfants à qui tu vas vider ton sac parce que c'est trop lourd. ah, puis tu peux pas. Je dis, c'est pas leur problème, c'est tes problèmes d'adultes. Hein. C'est pas le Ah si, problème tu peux, d'enfant. mais ils vont pas. Oui, tu Qu'est-ce que peux. tu veux? Ils t'apporteront pas de solution, les pauvres. Hein. Ils vont juste Non. écouter, Par ils contre, vont faire peut-être un câlin à prendre maman. ta charge. Ils vont Oui, faire peut-être l'éponge. Ils vont pour prendre eux. ta douleur pour eux, et ils vont se demander quelle est leur part dans ta douleur. Donc, ça C'est n'arrangera ça. pas les choses. Voilà. Ouais, pas simple. Avec ça, faites une belle journée. Bon, On on a a essayé de fait un la peu faire. long. Hein. On Voilà. avait dit 20 minutes, on a fait 1h20, on est presque dans le timing. Pour les 20 minutes, on allait à les clous. Bah, c'est Après, bon. on n'a pas promis qu'on donnait que des solutions et qu'on est deux pipelettes. De toute façon, vous n'avez pas de bol. Hein. Non, mais je pense qu'il y a des choses qui vont parler parce qu'au final, il y a combien de personnes qui viennent à toi, qui viennent à nous aussi, chefs d'entreprise ou femmes au foyer, puisqu'on faisait le grand écart entre les deux, et qui nous disent à un moment donné, je pensais que j'avais un problème, que j'étais pas normale. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Voilà, j'ai tout Il faut que pour vous être m'aidiez. heureuse Je ne et sais je pas suis ce qui ne va pas. pas chez moi. Alors si nos 1h20, elles ont juste titillé deux personnes qui viennent nous dire ah mais attendez, moi je suis chef d'entreprise, je me reconnais, ou je suis maman et je me reconnais, et qu'est-ce qu'on peut faire, et ça m'a fait du bien. Eh ben ce sera 1h20 de plaisir pour nous, et puis Tout à du fait. temps de gagner pour elles. Après, on peut sélectionner pour les longueurs, c'est ça. Non, parce que j'aime bien laisser mes bandes brutes de fonderie, et que c'est un échange, et que si c'est trop long, ils couperont, et puis ils regarderont plusieurs fois, ou ils regarderont pas, ou ils C'est l'écouteront ça. pas, et puis Et surtout, ils garderont certainement ce qu'ils auront envie de garder. exactement. Oui, ils feront des carottes dans l'émission, et puis c'est tout, c'est pas grave. En tous les cas, je te remercie, Cléopatra, Merci et Patricia, puis merci beaucoup. au plaisir. Surtout, tu nous tiens au courant pour la parution de ce livre blanc sur la Oui, parentalité, parce que oui, ça va parler à beaucoup de monde, et oui, on est beaucoup à se poser des questions, et non, vous n'êtes pas anormal quand vous vous demandez si vous êtes un bon parent. On s'est tout tous posé cette simplement. question-là. Voilà. En Le tout, c'est espérant que d'être ce soit soi. clôturé pour le mois prochain. Oui, le tout, c'est d'être soi.
Bah, tu nous tiens au courant, éventuellement, bah, tu nous fais un bel article qu'on viendra C'est ça. mettre sur le blog, sous le podcast. Et puis voilà, c'est ouvert. L'idée, c'est vraiment bah, d'amener le plus de choses, le plus de contexte à nos parents-preneurs qui bah, sont comme nous, des êtres humains, qui se sont posés des questions à un moment donné. Et puis, bah, on a trouvé nos réponses. Alors, si elles peuvent participer au leur, bah, c'est tant mieux. C'est tout bénef. Voilà. Exactement. Merci bien en tout Merci cas. beaucoup. Bonne Au journée. plaisir. Bonne journée.